Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis enseignante à l'école d'architecture de Nancy, en TPCAU, et chercheuse au LAC, qui est le laboratoire Histoire, Humanité, Architecture, Contemporanéité. Et je travaille sur les pratiques des architectes contemporaines, essentiellement en France, Suisse et Belgique francophones, pour essayer de voir dans quelle mesure elles participent aux questions écologiques élargies, donc pas seulement les questions matérielles, mais les questions sociales et psychiques qui les accompagnent. Et donc la présentation que je vais vous faire, elle s'ancre dans ces recherches. Je vais essayer en fait de prolonger les interventions d'hier et aussi de croiser les thématiques du colloque. Donc parfois ça va peut-être faire répétition avec des choses qu'on a dites hier, ou qu'on dira demain, mais je vais les appuyer sur un exemple qui permet peut-être de les creuser, c'est la maison forestière de John Caminada. Donc je vous montrerai plusieurs de ses caractéristiques. J'ai hésité longtemps à vous montrer plein de projets pour pouvoir vraiment éclairer toutes les questions qui me semblaient se poser autour de l'architecture bas carbone. Mais finalement, j'ai décidé d'en prendre qu'un, donc parfois, peut-être ça sera un peu pas tiré par les cheveux, mais bon, vous verrez vous-même. Il y a des choses que je n'éclairerai pas nécessairement avec ce bâtiment, mais je trouvais intéressant de prendre une réalisation et d'aller le plus loin possible dessus. C'est un architecte suisse qui a écrit, pour présenter ce projet de maison forestière, un texte dont le titre est intéressant. Ça s'appelle « Le bois peut beaucoup, mais il ne peut pas tout ». Et donc je vais reprendre en fait quelque chose de cette formulation sur le bas carbone. Le bas carbone peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Et je voulais juste vous signaler que la plupart des photos qui sont dans cette présentation, c'est des photos d'un jeune photographe qui est vraiment très talentueux, qui s'appelle Augustin Dupuis. Voilà, il y a des mots et des expressions qui nous permettent de penser jusqu'à un certain point, et je pense que bas carbone, c'est le cas également. On sait que c'est un enjeu essentiel pour la diminution de l'émission des gaz à effet de serre, mais c'est une approche effectivement calculatoire qui est impossible à appréhender par nos sens et qui met sous les mêmes chiffres des choses très différentes et sans permettre vraiment de distinguer, de questionner différemment le carbone qui est produit par une société, par une activité productrice de sens, ou le carbone qui n'est pas produit par une activité qui est destructrice pour la société. La formulation n'est peut-être pas claire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le mot bas carbone, on efface en fait beaucoup des questions qui construisent des mondes dans lesquels on habite, et c'est ça que je voudrais regarder aujourd'hui. Et puis aussi, ça efface toutes les autres questions écologiques, la biodiversité, et toutes les questions sociales et culturelles finalement, si on ne regarde que la question de l'émission de carbone. Donc finalement, c'est un indicateur utile, mais qui cache d'autres enjeux plus complexes, d'où l'invitation qui est dans le titre de cette conférence, non pas à classer seulement les techniques ou les technologies bas ou haut carbone, mais plutôt à penser ensemble les techniques et les mondes qu'elles contribuent à construire ou à détruire. Et quand je parle de monde, je parle autant de monde matériel, mais aussi des mondes symboliques et sensibles. Et donc, c'est à travers l'exemple de Caminada que je voudrais poser cette question, en choisissant un matériau, en choisissant sa provenance, quel monde on participe à construire, quel monde on participe à détruire. Il y a un auteur qui s'appelle Frédéric Nera, et qui reprend Peter Sloterdijk notamment, et qui nomme cosmotechnologie, cette pensée, ou une telle pensée qui tient ensemble les technologies et les mondes qu'elles contribuent à produire ou à détruire. J'aime beaucoup ce mot cosmotechnologie parce que ça nous dit bien en fait que quand on fait un choix technique, on participe à construire un cosmos, on participe à être en relation avec le cosmos. Et je trouve que ce mot est très beau pour penser ces questions-là et pour penser les mondes et les récits que construisent les choix techniques de celles et ceux qui font projet, pas seulement les architectes, mais aussi les maîtres d'ouvrage, on a vu leur importance, les collectivités, les ingénieurs, les artisans, et plus largement tous les acteurs et les actrices d'un territoire. Donc j'ai choisi pour vous parler de ça, de m'appuyer sur l'architecte John Caminada, aussi parce que l'une de ses citations était placée dans la présentation du colloque, donc je me suis dit que ça allait résonner avec la manière dont les organisateurs que je remercie pour cette invitation ont eu envie d'aborder ces questions. Il faut juste dire que son entrée n'est pas bas carbone ni même écologie. En fait, c'est des mots qu'il n'utilise pas nécessairement pour qualifier son approche, mais voilà, lui, ce qu'il dit, il parle plutôt de la question du local. Il s'agit de lutter contre l'aliénation de la soumission aux techniques industrialisées, aux normes et aux schémas universels qui tendent à rendre chaque lieu et chaque culture identiques en tout point du globe,
les lieux ne seront vivants que s'ils deviennent ou redeviennent des lieux de production de produits, de savoir et de sens. Utiliser les ressources locales, les matériaux indigènes comme les compétences des hommes, permet de reconstruire un tissu social de reconnaissance mutuelle entre les gens et leur territoire. Que les ressources matérielles et humaines utilisées pour construire soient essentiellement locales est d'une importance capitale, car il y est question d'enjeux politiques, culturels, économiques et sociaux qui envisagent la durabilité de l'architecture et son impact sur son milieu dans une perspective plus large. Donc c'est un peu cette citation que je vais déployer. Peut-être que certains connaissent déjà cet architecte, mais je vais rapidement juste le représenter pour les autres. C'est quelqu'un qui est né en 1957, et son local à lui, au départ, c'est le village de Vrines. Donc vous avez sa localisation dans les Grisons, en Suisse. C'est quelqu'un qui a d'abord réalisé un apprentissage de charpentier, et ce n'est qu'après s'être installé comme architecte qu'il a allé suivre une formation à l'ETH de Zurich. Donc sa formation, elle est avant tout sur le terrain et auprès de la matérialité. Donc il y a réalisé des dizaines d'édifices. Dans un village qui a 250 habitants, il faut imaginer ce que ça peut représenter. À la fois des maisons, des bâtiments agricoles et artisanaux, des bâtiments municipaux et même la cabine téléphonique et les abribus. Donc je vous ai dit, c'est 250 habitants dans le Val Lumnésia, la vallée de la Lumière, qui est assez éloignée finalement des villes suisses, qui est très retirée et qui est principalement composée de maisons et de petits bâtiments agricoles. Donc c'est une situation culturelle, économique et géographique très particulière. En plus, on est dans une situation économique très particulière à la Suisse. Donc il faut bien aussi avoir conscience de ça quand on voit la qualité des bâtiments qu'il produit. Il y a une très grande intelligence de cet architecte, mais il y a aussi quelque chose qui participe de le rendre possible. C'est un contexte de tissu artisanal et un contexte économique qui rend plus facilement possible que dans d'autres situations le travail qu'il mène. Pour Caminada, ce village de Vrines, ce n'est pas un projet, mais un art de vivre et d'agir. Et la réflexion qu'il met en place avec les habitants, elle ne concerne pas que la rénovation et la transformation des bâtiments. Il s'agit de mettre en place une réflexion holistique pour lutter contre l'exode rural. Et la maison forestière que je vais vous présenter, elle n'est pas dans son village de Vrines, elle est à 1 heure de route, mais les enjeux sont identiques sur beaucoup d'aspects. Et en fait, c'est une école dans la forêt, donc ce n'est pas anodin parce que ça va soulever beaucoup d'enjeux sur la question de la sensibilisation aux techniques et à l'environnement. Quand je dis une école dans la forêt, en fait, c'est une salle qui est ouverte à la fois pour les professions forestières, mais aussi pour les écoles qui peuvent aller dans ce lieu pour faire des formations, des activités en lien avec la forêt. Mais aussi, il est mis à disposition des collectivités locales et des associations, mais aussi des particuliers. Et c'est un lieu qui est très demandé pour les fêtes de mariage, et le maître d'ouvrage est très très fier de dire que les gens réservent 1 an à l'avance, parce que c'est un lieu qui fait partie maintenant de l'imaginaire des habitants, un peu comme le projet que Studio Lada présentait hier, où les gens allaient faire leur mariage. Là, c'est pareil, ça participe finalement d'une manière d'organiser les rituels au sein de la société, et c'est à la demande du Conseil des citoyens, en 2009, que le programme s'est constitué et qu'ils ont été eux-mêmes chercher l'architecte. Ils ont choisi ensemble 7 sites. Ils ont visité ensemble, donc l'architecte mais aussi le Conseil des citoyens, 7 sites pour choisir le lieu d'implantation. Et finalement, c'est à Planck-Vacheneau, qui signifie le pâturage des moutons. En fait, c'est une situation assez particulière parce que vous avez ici une carrière, en fait. Donc c'est un environnement d'un côté très anthropisé. Puis on entre dans une clairière, on traverse un endroit qui semble plus calme avant d'arriver dans le bâtiment qui est directement en lien avec la forêt, qui a été construit en 2012 et qui a été inauguré en 2013. Je vais continuer cette conférence avec plusieurs questions finalement. Quel paysage, la première c'est celle-ci. Quel paysage et quels récits territoriaux construit l'exploitation des matériaux dits bas carbone? Alors c'est des choses dont on a déjà parlé hier, mais c'est vrai qu'une immense carrière de pierre à ciel ouvert ou un champ de chanvre en monoculture mis à la place d'autres cultures nourricières, qui marchent avec des intrants et des pesticides, ou des bois exploités en coupe rase, c'est pas la même chose que le choix d'utiliser une forêt comme telle, celle qu'on voyait dans les Pyrénées, où les bois sont choisis les uns après les autres. Et donc, en fait, ces choix-là ne produisent pas le même paysage dans le bâtiment, à proximité du bâtiment, mais aussi loin, à distance. Et en fait,
on voit que ce n'est pas facile de se rendre compte que nos choix en un lieu produisent des paysages dans d'autres lieux. Quand la ressource est localisée, c'est ce qu'on voyait hier dans les Pyrénées, c'est peut-être plus facile de se rendre compte des quantités qui sont exploitées et de leur impact sur le paysage vécu en commun. Donc c'est une nécessaire prise de conscience collective qui n'est pas facile à construire. Et en fait, ce qui est intéressant dans le travail de John Caminada, c'est d'essayer de faire ressentir ce rapport dans les formes de l'architecture elle-même à ce paysage dans lequel est produite la ressource et l'exploitation de la ressource, la manière dont elle construit un paysage. Pour lui, en fait, le choix du bois local, c'est aussi construire des attachements à la région dans laquelle on vit, au territoire dans lequel on vit et produire un récit territorial qui, pour lui, se construit aussi sur la question de production de cultures constructives différenciées. Je vous donne une citation qui permettra d'être un peu plus claire. Une première approche pour concevoir les idées à l'origine de la Teguiada Vaute était d'utiliser pour la construction les matériaux situés à proximité immédiate. Cet acte politique et culturel était un paramètre important de l'idée du projet. Une telle décision ne doit bien sûr pas être considérée comme une garantie de qualité. Nous sommes cependant convaincus que dans l'avenir, la question des ressources matérielles pourrait soutenir une culture constructive différenciée et propre à chaque lieu. C'est uniquement en fixant des limites que la diversité peut être maintenue et fabriquée. C'est la raison pour laquelle il n'y avait, au début de la conception de la Teguiada Vaute, pas la moindre idée d'un matériau de construction particulier. Le lieu lui-même et les matériaux de construction trouvés dans son projet ont façonné l'idée du projet. Donc ce qui l'intéresse, c'est construire des tissus de relations singuliers, localisés et circonscrits, en rapport avec les choses qui sont présentes et les êtres qui vivent un territoire. Ici, dans cette situation, le matériau qui est utilisé, c'est du sapin argenté, qui a été abattu un peu avant Noël 2011, à 1400 mètres d'altitude, sur le territoire communal, à quelques kilomètres de la réalisation, et qui a été transformé dans la scierie communale. Les Bardoux, quant à eux, sont en mélèze. Donc, en Suisse, et particulièrement dans les Grisons, il y a une réelle tradition forestière de longue date. Et donc, la gestion de la forêt, l'importance de la forêt comme un patrimoine qu'on transmet aux générations futures est quand même très ancrée dans les discussions, ce qui rend possible l'utilisation de bois locaux et qui facilite finalement la prise de soin du territoire parce qu'il y a cette tradition qui est longuement ancrée. Et aussi le fait que les Grisons soient un lieu considéré comme... dont la valeur touristique des Grisons soit considérée à l'échelle de la Suisse comme étant très importante et que le maintien des paysages ait aussi une valeur économique, ce qui facilite l'exploitation raisonnée de la forêt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'utilisation de ces bois locaux, la provenance des arbres, leur provenance très particulière, très proche, est régulièrement rappelée dans les articles, dans les publications locales, dans les journaux. On raconte cette histoire. Donc le récit passe par l'architecture, passe par les acteurs, mais aussi il est raconté, il est transmis pour que chacun puisse savoir d'où provient l'arbre et quel paysage il construit. C'est une approche dont on a parlé hier, mais une qu'on a peut-être moins abordée, c'est les réciprocités terrestres que construit l'usage de matériaux dits bas carbone. En effet, souvent, en tout cas régulièrement, on aborde la ressource du point de vue des humains. Et la question, c'est est-ce qu'on peut construire de nouveaux récits de notre place dans la biosphère à travers l'usage de matériaux bas carbone? Et si on peut dépasser l'idée qu'on préserve un paysage aux yeux de l'humain, mais que parfois cette préservation passe par la destruction de mondes non humains. Donc peut-on envisager des manières de faire qui soient des lieux de co-construction de mondes avec d'autres formes de vie? Donc, est-ce que l'architecte prescripteur ou les maîtres d'ouvrage ou les gens qui participent au projet arrivent à choisir ensemble un matériau de construction bas carbone, mais que ce choix participe de la co-construction avec d'autres formes de vie qui habitent le territoire, d'un habitat qui soit préservé, qui soit enrichi, qui multiplie en fait les possibilités d'existence, les capacités d'existence des autres formes de vie. Donc au-delà d'un patrimoine pour l'humanité, comment on fait que l'exploitation d'une ressource devienne un patrimoine vivant pour les autres formes de vie? En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on arrive à limiter les injustices qui affectent les autres formes de vie. Et
trouver une manière de raconter des histoires qui resituent notre place dans la biosphère pour qu'on soit capable d'entendre les besoins des autres formes de vie. Est-ce que l'architecture, par ses processus ou par ses formes architecturales, est capable de nous intégrer autrement dans les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et dans les récits que nous racontons sur notre place dans la biosphère. Il y a des clés, je pense, qui sont intéressantes dans le travail de Caminada pour regarder cette question, même si on pourrait souhaiter de penser des architectures qui vont encore plus loin dans cette relation. Mais déjà, vous voyez, dans la manière dont les poteaux sont réalisés et la manière dont ils rentrent en relation avec les arbres qui sont dans la forêt, il y a déjà une histoire qui se tisse, il y a déjà une relation qui se crée entre l'arbre que l'on voit dans la continuité des poteaux et le poteau de lui-même, ce qui permet quand même, d'une certaine manière, de se mettre en relation avec le lieu d'où provient la ressource qui est utilisée et de replacer finalement, de placer l'agir politique de l'architecte dans un maillage écologique bien plus vaste que seulement la communauté humaine. Donc est-ce qu'on arrive à mettre en récit par les formes architecturales elles-mêmes cette relation avec le monde vivant? Donc ici, la forme des poteaux, leur rythme et leur relation avec les arbres qui sont vivants et qui sont dans la forêt peut permettre déjà d'incarner ce récit et de participer à transformer la manière dont on se représente notre place parmi ces autres vivants. Une autre question qui a été abordée hier, c'est quel monde socio-économique construit la production de matériaux bas carbone? Et finalement aussi, c'est qui décide de l'exploitation d'un matériau bas carbone et où va l'argent ou la contrepartie? Parce qu'on a beaucoup abordé la question de comment l'argent qu'on met dans un bâtiment arrive effectivement sur le territoire donné. Et je trouve que c'est aussi une question qui est intéressante, c'est dans quelles ressources sont utilisées, mais aussi sous quelles conditions, dans quelle quantité. Et les enjeux ne sont pas les mêmes suivant où se situe le processus de décision. S'il s'agit de propriétaires privés, de forêts communales, d'entreprises, de lieux communs, est-ce que ce sont les experts qui décident? Je dis ça parce que j'ai le sentiment que quand on parle de situations lointaines, on met en scène le récit de peuples autochtones qui devraient être protégés dans leur capacité à prendre soin de leur territoire et de poursuivre leur récit et la manière dont ils décident ou non d'utiliser la ressource. Et j'ai le sentiment que quand on est dans nos situations européennes, finalement cette question elle est moins présente et que les décisions ne sont pas toujours situées au niveau des gens qui vivent le territoire. Si on revient sur la question de la carrière et on montrait à quel point c'est difficile d'ouvrir une carrière parce qu'effectivement le lieu sur lequel on exploite produit des nuisances, de la poussière, etc. Et finalement, qui décide de l'ouverture de l'exploitation d'une carrière? Et est-ce qu'à un moment donné, si on permet aux habitants qui habitent le territoire de se prononcer, quels sont les rapports de force qui se créent entre le lieu d'exploitation et le lieu de production? Est-ce qu'on est capable d'organiser en commun ces questions? Ou est-ce qu'une fois qu'on ouvre le débat, en fait, est-ce qu'on arrive encore à construire finalement? Est-ce qu'on arrive encore à construire si on donne la possibilité aux gens qui vivent le territoire? Est-ce qu'on arrive à construire avec certaines matières? Je pense que la pierre est peut-être la question la plus difficile. Le bois, c'est à discuter. La paille, je ne sais pas. La terre est peut-être le plus facile finalement, puisqu'avec les excavations qui sont faites pour d'autres bâtiments, il est plus facile de l'utiliser sans qu'on se rende compte qu'elle a été prise à un certain endroit. Donc je trouve que cette question du bas carbone, elle nous permet aussi de penser la question des biens communs. Donc c'est pas un mot que Caminada utilise nécessairement sous ce contexte philosophique et politique-là, mais je voudrais reprendre Ali Doué, qui est un économiste qui pense les communs dans la pensée contemporaine, et il nous dit « Une chose ou une ressource n'est jamais un commun naturellement, elle est toujours instituée en tant que telle par une décision politique basée sur une idée du bien commun. » Et je me demande, en tant que prescripteur architecte, est-ce qu'on peut participer à l'établissement d'une ressource comme bien commun? Est-ce qu'on est capable de s'assurer que les processus de délibération et de décision relèvent réellement pas nécessairement d'une communauté, mais en tout cas de la réflexion sur un commun?
C'est des questions qui sont présentes chez Caminada à plusieurs échelles. Et c'est pour ça que je voudrais faire juste un petit détour sur cette boucherie coopérative qu'il a réalisée à Avrines. Parce qu'en fait, c'est une boucherie, mais aussi un abattoir. Et les questions qui se posent sur la viande, je crois qu'elles sont aussi présentes sur les matériaux de construction. Ici, en fait, ce bâtiment est un bâtiment coopératif qui donne la possibilité aux agriculteurs et aux habitants de transformer leur viande sur place. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer les animaux à l'abattoir à 50 km et après de perdre la traçabilité et le lien avec les animaux qu'ils ont accompagnés, là, en fait, l'abattage se fait sur place et les gens peuvent transformer, donc les gens qui n'ont qu'une seule vache, par exemple, peuvent poursuivre finalement des traditions vernaculaires de transformation de la viande locale. Et en même temps, ceux qui ont plus d'animaux peuvent transformer et vendre directement sur place ou aux touristes ou exporter le produit. Mais effectivement, c'est comme le bois, la valeur économique, elle est dans la première et la deuxième transformation. Et donc, si on transforme sur place et qu'on vend son saucisson, la valeur économique est beaucoup plus forte que si on vend seulement la vache sur pied. La réflexion qu'a Caminada sur le bois, c'est exactement la même. Quand ils construisent Avrines, ils utilisent le bois local avec beaucoup de valeur ajoutée, mais produite sur place par les artisans locaux, par les scieries locales, afin que la valeur économique reste dans le village essentiellement et que ça ne soit pas seulement une vente de ressources non transformées. Ça pose une autre question, je trouve, c'est la relation entre les lieux d'usage et les lieux de production. Parce que là, on est resté un peu à l'échelle du bâtiment et puis du paysage qu'il crée. Mais quels sont les rapports de force, par exemple, entre les métropoles et les territoires ruraux? Ça poursuit la question soulevée sur l'usage des communs, mais aussi la question de l'urbanisation des imaginaires et des processus de décision et des processus économiques. Donc Caminada a écrit un texte qui s'appelle « 9 thèses pour le renforcement des territoires excentrés », dans lesquels il montre la soumission des territoires excentrés aux intérêts économiques des métropoles et l'imaginaire qu'ils imposent aux autres territoires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on construit avec des matériaux bas carbone dans les métropoles? Est-ce que c'est des relations d'échange équilibrées entre les territoires d'exploitation et les territoires métropolitains? Ou est-ce qu'il y a des rapports de force qui font entrer les habitants des territoires ruraux dans des logiques qui sont en leur défaveur? Pour Caminada, ça va même plus loin. Pour lui, il y a deux types d'aliénation qui menacent les territoires qu'il appelle excentrés. La première, c'est la destruction de l'échange mutuel entre la culture locale et son territoire, au profit d'une vision esthético-idyllique qui vient des villes, pour lui, et qui idéalise le paysage. Le paysage n'étant plus que quelque chose de vu et non plus quelque chose de vécu. Et donc il dit que la manière dont on aborde la question des ressources peut aussi participer de cette imposition au territoire excentré, d'une vision idyllique du paysage, et pas nécessairement d'une vision vécue par les habitants du territoire au quotidien, dans leur usage de la forêt, etc., etc. Il y a une deuxième aliénation, c'est la soumission au point de vue rationnel mécaniste, aux techniques industrialisées, aux normes et aux schémas universels, qui tendent à rendre chaque lieu identique et les modes d'exploitation identiques en tout territoire. Donc finalement, le rapport de force entre métropole et territoire excentré qui fournirait la ressource bas carbone, il est dans l'exploitation d'une ressource qui peut produire des écosystèmes dévastés pour les habitants du territoire, où il peut produire un paysage, mais vu que selon une vision esthético-idyllique et pas selon les rapports vécus par les gens sur le territoire. Mais ils peuvent aussi tout simplement imposer un modèle rationnel de calcul qui efface tous les attachements et qui finalement réduit leur territoire à un lieu que l'on peut exploiter pour ses ressources. Est-ce que vous avez déjà des questions? Parce que peut-être je vais éviter, j'ai l'impression d'être parfois un peu confuse. Ça va? Non, pas du tout, c'est très bien. Ok, je continue. Je vais passer toutes les citations sur ce texte pour aller sur une autre question qui est un peu liée. C'est quels corps sociaux sont mis au travail dans une construction dite bas carbone? Souvent, comme pour l'instant, on est en train de sortir des constructions un peu de niche d'une certaine manière, c'est en train de se généraliser.
Mais les premières constructions en bois biosourcé, en briques de terre crue, etc., elles sont souvent pensées et mises en récit avec les artisans, avec les bénévoles sur les chantiers participatifs, les habitants, les industries qui se lancent dans des défis pour relancer des filières, etc., etc. Et donc on sent bien que ça crée des liens sociaux, que ça crée des écosystèmes conviviaux, comme le disait hier Dominique Gauzin-Muller. La question est, quand ces constructions ne deviennent plus de niche et pourraient devenir, on l'espère, une part importante de la construction générale, quels corps sociaux sont mis au travail, c'est-à-dire quel rapport de force aussi dans le travail, quelle reconnaissance sociale de ce travail. Est-ce qu'à partir du moment où on fait suffisamment de chantiers en briques de terre crue ou en pisé ou dans d'autres matériaux bas carbone, à partir du moment où c'est plus un chantier participatif où il y a la transmission de savoir, etc., à quel moment on passe à un stade où finalement on emploie des gens, une main-d'œuvre sous-qualifiée ou des gens non déclarés. C'est-à-dire à quel moment on franchit un seuil qui fait que la construction bas carbone devient socialement dévastatrice. Ou est-ce que le bas carbone est tellement vertueux qu'il nous permet d'échapper à cette situation? Donc la question de la généralisation, je pense, elle doit s'accompagner de ces questions d'écosystèmes conviviaux. Et là encore, il me semble que comme prescripteurs, l'architecte, les architectes, mais aussi les maîtres d'ouvrage ont une attention à porter et c'est à nous d'élargir le spectre des questions qu'on va devoir poser dans les prochaines années. Pour John Caminada, lui, c'est clairement l'artisanat qui est le corps social qu'il sollicite pour construire. Et il dit, par exemple, utiliser le bois et avoir recours à l'artisanat correspondant devenait une évidence. L'artisanat, c'est le soin et la compétence. L'artisan capable sait donner une expression aux propriétés d'un matériau. Il sait que le bois d'un tronc d'arbre a différentes propriétés. Un pilier qui conduit le bois de cœur a une expression différente de celui qui est issu de l'aubier. Et une planche sciée sur quartier se comporte différemment d'une coupée en long. L'emplacement de la forêt, d'où vient la planche, a lui aussi une influence. L'artisan est un alchimiste à sa façon. Donc là, le corps social mobilisé, c'est l'artisan, avec un imaginaire symbolique associé, qui est celui du soin, qui est celui de la compétence, mais qui est aussi celui de la reconnaissance du travail de l'artisan par la société. Donc je vous disais, en Suisse, c'est sans doute un peu plus facile parce qu'il y a un réseau d'artisans très structuré. Donc vous avez ici, par exemple, l'entreprise de charpente Marc Holzbau, qui a réalisé la charpente de la maison forestière. Vous voyez aussi tout de suite la culture d'entreprise, ne serait-ce qu'à travers le site internet, c'est-à-dire une compréhension par l'entreprise artisanale de ses compétences, de la manière de les valoriser, de faire récit avec elles et de montrer aussi la capacité qu'ils ont à faire des réalisations de grande qualité. C'est la même chose pour l'entreprise de couverture qui a réalisé les tavaillons qui sont mis en œuvre dans la maison forestière. Vous voyez comment le travail de la main est mis en valeur sur le site internet de l'artisan et ça participe de cette mise en récit qui fait que le travail est reconnu au sein de ces territoires. Et puis vous avez les menuiseries intérieures Spécha. Alors là, je ne vous ai pas mis, mais il y a vraiment des mises en scène aussi, des mises en scène ou en tout cas une habitude de mettre en récit la culture d'entreprise. Et donc vous avez des photos, vous avez toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, tous les stagiaires, le chien de la famille. Il y a vraiment quelque chose qui porte l'imaginaire de l'entreprise familiale, mais de son échelle. Et on voit bien que ce qu'ils essayent de faire passer aussi, c'est l'idée qu'ils prennent soin les uns des autres, qu'il y a un corps social qui est pas seulement un métier, mais qui est aussi une manière de vivre ensemble et de se construire psychiquement dans la relation à un travail qui est soigné et qui apporte une valeur culturelle ajoutée sur un territoire. Ce qui est intéressant aussi dans la maison forestière, c'est la décision par l'architecte de dessiner les tables et les chaises. Donc ce ne sont pas des tables et des chaises issues de catalogue. Vous avez ici l'entreprise Giersberger, qui elle aussi met en récit cette construction spécifique sur son site internet. Et là, c'est sur la base d'un prototype brut, de nombreuses discussions, des essais divers qu'ont été réalisées ces chaises, qui utilisent le même sapin argenté destiné au mobilier. Le même sapin argenté que la construction de la maison. Donc vous avez ici la chaise. On comprend bien que le geste de l'architecte, c'est de refuser l'industrialisation de la construction, donc de refuser que le corps social qui soit mobilisé, ce soit des ouvriers non qualifiés qui répètent le même geste à la chaîne. Donc c'est un choix qui a un impact sur le corps social qui travaille.
Mais on a vu les exemples de mobilier dont parlait Studio Lada hier, qui sont exactement dans la même logique. Ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que ça permet nous aussi de sortir de l'industrialisation de nos gestes et de nos comportements. C'est-à-dire qu'à force, nous habitants, d'être mis tout le temps en situation avec des objets industrialisés, nos comportements, nos manières de nous asseoir, les manières de pousser une porte, finissent par s'industrialiser aussi d'une certaine manière. Et donc là, il y a la volonté de nous faire revenir à des expériences corporelles différentes qui s'ancrent autrement dans notre mémoire, qui travaillent autrement nos corps, et pas seulement de répéter toujours les mêmes gestes et les mêmes situations physiques. Le corps social mis au travail, mais c'est aussi les maîtres d'ouvrage. Et ici, c'est le conseil qui représente les citoyens qui a été mobilisé dans le processus de conception. Et donc Théo Haas, qui est le président du conseil des citoyens, raconte: un jour, Caminada nous a appelés et nous a invités à Vrine, dans la Lumnésia la plus éloignée. Il nous a juste dit qu'il avait créé un modèle et que nous devrions venir y jeter un coup d'œil. Le groupe de travail était stupéfait, il se trouvait devant une maquette à l'échelle 1-1. Donc ici, le corps social maîtrise d'ouvrage est mobilisé dans l'histoire de la construction. Son corps est mobilisé dans la rencontre avec le prototype à l'échelle 1. Alors la forme que vous voyez ici n'est pas la forme définitive parce qu'il y a eu des problèmes avec les services incendie. En fait, la forme pointue en toiture générait des surchauffes et des problèmes en cas d'incendie. Donc ce n'est pas la forme définitive, mais en fait ce prototype échelle 1 a été un outil de discussion avec le corps social des citoyens représenté par leur conseil de citoyens, une manière de les faire participer au processus. Je vous ai parlé du corps social, mais aussi quels corps humains sont mis au travail dans une construction bas carbone. Est-ce que le fait de revenir à des matériaux bas carbone, est-ce que c'est de la fierté ou est-ce que c'est de la pénibilité? Est-ce que c'est un enrichissement pour la personne qui est au travail ou est-ce que c'est une exploitation? Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui font des enduits à la terre. Parfois, à partir de 40-45 ans, il y a des vraies difficultés en fait, à poursuivre ce métier-là. Donc comment on fait? Comment architecte on accompagne ça? Comment on fait en sorte que ça devienne... Parce que ça peut être des situations de pénibilité. Donc il y a les rôles des architectes, mais aussi le rôle de la société dans son ensemble pour offrir des possibilités d'évolution de son travail au fur et à mesure des années. En fait, c'est toutes des questions qui d'un seul coup, prennent les questions de société large, c'est-à-dire même l'âge de la retraite. On ne peut pas imaginer qu'un artisan qui fait des enduits fasse des enduits jusqu'à 65 ans, par exemple. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on invente aussi des modèles sur chantier de transmission des savoir-faire, mais aussi de repos des corps qui sont mis au travail ou de transformation de leur rôle en fait, d'inventer des formes qui permettent aussi aux gens de se reposer. Donc, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui fait des enduits, qui maintenant accompagne des chantiers en autoconstruction et autoréhabilitation, tout simplement parce qu'il est plus capable de faire son métier parce que l'effort physique est trop important. Le corps humain, c'est aussi des échelles qui soient faciles à manipuler. Et c'est vrai que les tavaillons, par exemple, c'est assez intéressant parce que le poids d'un tavaillant étant relativement réduit, ce sont des gestes qui mobilisent le corps d'une manière moins intensive et qui permettent à l'artisan aussi de montrer la qualité de son travail et la qualité de son geste. C'est-à-dire on lit vraiment la qualité du geste de l'artisan au travail dans le résultat fini. Puis le corps au travail, c'est aussi celui de l'architecte. Qui ici, je trouve que c'est intéressant, c'est un pilier à l'échelle 1-1 que Caminada réalise juste à la tronçonneuse. C'est intéressant pour plusieurs aspects. Déjà, c'est comment l'architecte engage son corps dans sa réalisation et donc n'est pas dans une pensée uniquement d'abstraction. C'est aussi un outil pour dialoguer avec les artisans et faire comprendre le sens de sa réalisation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce poteau, il ressemble très fort, si vous enlevez l'architecte et vous le mettez sur un socle ou dans un musée, à une œuvre de l'art minimal. Parce qu'en fait, il reprend les dimensions d'un corps humain. Et pour ceux qui ont une forme d'empathie envers les formes architecturales, je ne vous cache pas que moi j'ai un peu ça, donc je projette immédiatement un corps humain dans ces formes-là. Mais à un moment donné, d'un seul coup, le poteau se pose devant nous comme un corps humain aussi, donc comme un personnage. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait l'interaction entre les troncs dans la forêt et les poteaux à l'intérieur du bâtiment. Donc non seulement il y a le poteau comme élément architectural qui porte, mais il y a aussi le poteau comme être avec nous,
être de transition entre le tronc, le poteau qui se tient dans l'espace avec nous et nous-mêmes. Donc dans les formes architecturales et dans leur rapport au corps, il y a aussi des récits qui peuvent se construire. Et vous voyez ici un des poteaux mis en forme. On parle d'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, exactement. Il y a des très beaux textes de Georges Lidiu-Berman sur ces questions, sur comment des formes nous font reconnaître des êtres face à nous, et comment ces êtres semblent nous regarder tout autant que nous les regardons. Et d'un seul coup, le récit qu'on construit avec les choses qui nous entourent nous déporte et crée d'autres formes de relations. Une autre chose qu'on a déjà abordée hier aussi, c'est la reconnaissance sociale des matériaux dits bas carbone. Donc on a parlé de la reconnaissance du travail des artisans, mais celle des matériaux. Effectivement, un matériau chargé de valeurs négatives socialement ne pourra que difficilement trouver sa place dans une construction s'il est associé à la pauvreté, à la fragilité, au sale, aux déchets. Donc la question, c'est comment, dans les processus, dans les récits qu'on raconte comme architecte, mais aussi dans la mise en forme du matériau, on peut lui faire acquérir une reconnaissance sociale. Là, pour trouver une dignité à la matière, on peut regarder l'exemple de la laine de mouton. En fait, ça, c'est un choix de la maîtrise d'ouvrage, d'utiliser la laine de mouton, qui est laissée apparente, vous voyez, entre des lignes de... En fait, c'est toujours le même sapin argenté qui est tissé, et derrière, on a la laine de mouton qui fait l'isolation acoustique et qui est laissée apparente. Et le président du Conseil des citoyens, toujours Théo Haas, dit « Nous avons évoqué l'idée d'une doublure en laine de mouton. Pourquoi simplement jeter ou même brûler un matériau naturel d'une telle valeur alors que nous l'avons pratiquement à notre portée et qu'il est gratuit ?» Donc il y a d'un seul coup la mise... Vous voyez que cette laine de mouton, elle est rendue visible, donc elle participe du récit. Elle participe aussi dans sa mise en œuvre très soignée à rentrer comme un matériau légitime qui peut acquérir une reconnaissance sociale, être reconnu comme ayant de la valeur pour les gens qui sont dans la maison forestière. Plus encore, la production de sens par les choix constructifs, elle va plus loin. Donc, je vous ai parlé de la laine du mouton, je vous ai dit que c'était du sapin argenté, mais il y a aussi une mise en récit de ce sapin argenté, puisqu'en fait, tous les éléments, les poteaux, le sol et les parois, sont issus du même arbre. Et en fait, tous les éléments du tronc de l'arbre sont utilisés selon leurs caractéristiques propres. Donc, le bois de cœur permet de faire les piliers, les sections plus minces ont permis de faire le tissage en tressage, et puis les planches sciées sur quartier ont permis de faire les planchers. Quant au revêtement mural, ce sont des planches brutes de sciage. Et donc, utiliser l'arbre dans sa totalité, c'est un choix de production matérielle, c'est un choix de production de ne pas avoir de déchets, mais c'est aussi un choix symbolique qui engage la communauté d'une certaine manière. Si on raconte cette histoire-là au Conseil des citoyens, c'est un peu comme de dire que chacun participe à la manière de ses caractéristiques, que tout le monde contribue au projet commun, qu'il n'y a pas de déchets, de même que dans une société, chacun contribue au projet commun. Donc c'est un choix de sens qui raconte une histoire et qui aussi permet de raconter un récit collectif différent de ce qui fait société. Je ne sais pas si vous voyez la salle du conseil du centre civique de Saïnat-Salo. La charpente est composée de jambettes en ailes de papillon, et en fait l'idée c'est de montrer que toutes les forces de la communauté portent ensemble la toiture. Mais là c'est un peu la même idée, c'est toutes les forces de la communauté, toutes les forces du bois se rencontrent pour réaliser le bâtiment. Le fait aussi de raconter cette histoire, ça permet au corps social de s'approprier le bâtiment, c'est-à-dire de comprendre le récit et de l'accompagner. Je pense que c'est l'avant-dernière question. Quels milieux techniques sont associés à la construction dits bas carbone? C'est vrai qu'on a parlé des transports, des infrastructures, il y a aussi les machines, il y a aussi les ressources en eau dont on ne parle pas toujours beaucoup, mais sur les choix de ressources, quelles sont les ressources en eau nécessaires pour faire pousser le chanvre, etc., etc. Les réseaux de distribution qui sont parfois invisibilisés. Et la matérialité de ces milieux techniques, leur échelle, n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Ici, ce qui est intéressant, c'est... vous avez vu que tous les matériaux sont locaux, mais il y a aussi l'idée de la production de chaleur qui rejoint cette idée de milieu technique associé. L'idée, c'est de ne pas faire appel à des systèmes techniques et des équipements techniques pour produire la chaleur, mais tout simplement, dans ce poêle que vous voyez ici,
de produire la chaleur avec le bois toujours situé à proximité. Et la forme de la maison forestière, que vous voyez ici, en fait favorise le mouvement de l'air. Et l'idée, c'est de faire sentir aussi le mouvement de la chaleur. Et donc s'installe là aussi avec la chaleur une relation charnelle, sensuelle, et qu'on ne soit pas n'importe où dans la salle avec le même degré de confort. Ce qui permet aussi à chacun de s'installer proche du feu, loin du feu, en trouvant la juste distance par rapport à sa propre sensibilité. Et donc, on se passe des réseaux qui amènent le gaz, le pétrole, etc. Je ne vous fais pas le détail, mais disons que la production de chaleur, elle est elle aussi inscrite dans des milieux techniques extrêmement locaux et surtout dont on est capable de prendre conscience. C'est-à-dire que mettre du bois dans le feu et voir combien de bois est utilisé pour chauffer la maison pendant une demi-journée, ça permet aussi de se rendre compte de notre usage de la ressource, des quantités qu'on mobilise. Le fait de devoir porter les bûches et de les mettre dans la maison, bon, je dis des évidences, mais en fait ça participe vraiment à construire une conscience de ce dont on a besoin pour se chauffer, et c'est un choix conscient de la part de l'architecte. Et je finirai avec quelque chose qui est en continuité avec tout ce qu'on a dit, c'est quelle sensibilité fabrique une architecture dite bas carbone. Alors là j'emploie sensibilité au sens de Jacques Rancière, finalement. Lui il parle du politique du sensible, en disant que le partage du sensible, c'est ce qui définit le commun d'une communauté. Comment la configuration d'un espace spécifique découpe une sphère particulière d'expérience, d'objets qui deviennent communs et relèvent de décisions communes. Est-ce que les choix architecturaux peuvent permettre de participer de cette fabrique du sensible, donc d'une fabrique du politique? On a déjà vu, il y a la manière de fabriquer le sensible à partir des sens, et la laine de mouton qui est utilisée au plafond produit une atmosphère très spécifique, une acoustique très particulière qui est la même que celle qui est produite par les épines de sapin et les arbres dans la forêt. Donc c'est une reconduction à l'intérieur du bâtiment de l'ambiance acoustique telle qu'on peut la vivre dans la forêt. Donc c'est une première manière de mobiliser nos sens, mais aussi de nous préparer à des expériences qu'on pourrait faire à l'extérieur et d'imaginer que ça peut intensifier notre attention à ces expériences. Le fait d'être dans une salle dont on reconnaît une acoustique particulière nous rend plus sensibles à l'écoute de l'acoustique des différents lieux. Mais il y a aussi tout un travail sur l'orientation en plan. J'ai gardé le plan pour la fin. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 directions dans l'espace, et ces 4 directions, elles accompagnent la formation de notre sensibilité, elles accompagnent la manière dont on se met en relation avec ce qui nous entoure dans le bâtiment. Vous voyez en effet qu'on a un plan basilical. Alors vous ne voyez pas trop, là c'est la ligne qui correspond à la loggia qui est ici. Et en fait, on a un plan basilical avec ces 2 rangées de poteaux qui définissent 2 bas-côtés, même si les 2 bas-côtés ont des usages différents. Le plan basilical a tendance à orienter l'espace dans cette direction, d'autant plus que vous voyez que le poêle à bois dont on parlait tout à l'heure, en fait, il est juste à la place de l'autel dans une église. Donc d'un seul coup, ce qui fait autel, c'est le poêle à bois qui nous réchauffe collectivement. Donc ça, c'est un choix architectural qui construit une présence du poêle à bois qui, au-delà même de sa fonction de nous chauffer, acquiert une présence réelle dans l'espace et constitue un point focal, un point qui transforme complètement notre perception de l'espace. Ensuite, il y a la deuxième direction, qui est celle qui nous ouvre vers la forêt. C'est les photos que je vous montrais tout à l'heure avec les poteaux qui se poursuivent par les troncs d'arbres. Et là, on est orienté vers la forêt. Dans l'autre direction, la toiture se fait en courbe. Donc en fait, la courbe que vous voyez, sa partie la plus haute est ici, ce qui oriente l'espace encore dans une troisième direction. Donc finalement, ces 3 directions, elles nous mettent en relation avec des choses différentes. Quand on est dans cette direction, c'est le poêle et le plan basilical. Dans celle-ci, c'est la relation avec la forêt. Et dans celle-ci, c'est l'ouverture vers la toiture. Mais c'est aussi se tourner vers les autres qui sont avec nous dans la pièce. Tous ces poteaux, tous ces éléments qui construisent l'architecture et les êtres humains qui habitent l'espace, tout ça produit des réseaux de relations, des réseaux d'orientation, une multiplicité d'orientations quand on est dans l'espace, qui nous mettent autrement en relation avec ce qui nous entoure. Et en fait, au travers de cette organisation spatiale, des ouvertures et des passages,
Dion Caminada en fait reconfigure l'espace de l'apparaître, c'est-à-dire faire apparaître d'autres choses à nos yeux pour qu'elles en acquièrent de la valeur. Ce qui nous chauffe, les troncs qui sont à l'extérieur, les piliers qui sont à l'intérieur et qui apparaissent comme des êtres humains qui sont avec nous dans l'espace. Et en retransformant ce sens de l'apparaître, en nous faisant vivre d'autres expériences de relation avec ce qui nous entoure, l'idée c'est de nous rendre capables d'exercer notre responsabilité sur ce qui nous entoure. Et donc je voudrais terminer sur cette citation de Caminada. L'idée centrale est de créer des espaces qui soient directement en lien avec les personnes qui les habitent. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une prise sur ce qui les entoure pour exercer leur responsabilité sur leur lieu de vie et sur l'environnement. L'idée, c'est de se dire comment on utilise les matériaux bas carbone pour faire en sorte que les habitants aient une prise sur leur environnement et qu'ils aient envie d'exercer leur responsabilité sur ce qui les entoure, que ce soit proche ou que ce soit plus loin. Merci beaucoup pour votre grande attention.